Bonsoir tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle émission, un nouveau Arsenal French Monday. C'est une émission historique puisque c'est notre meilleur départ depuis le début de la saison. Enfin, on n'a jamais fait ça depuis notre histoire, on n'a jamais fait ça en première ligue. Donc voilà, une émission un peu spéciale puisque Arsenal est premier leader de première ligue avec 27 points sur 30. Pour cette émission, je suis avec trois invités. Je suis avec Anzai et Benjamin. Salut les gars pour Arsenal. Salut. Hello. Directement dans les vestiaires. Et nous sommes également avec Foot Néerlandais, donc Foot NL, vous avez leur Twitter. Je suis donc avec Mec. Salut Mec. Salut à tous. Tu vas bien? Salut à tous, ça va? Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir. On va parler du coup de la double confrontation face au PSV. Je pense qu'il y en a un de vous. Je vais si vous pouvez couper juste votre retour parce qu'en fait je m'entends parler et je vous avoue que c'est un peu compliqué de parler et de s'entendre en même temps. Donc je pense que vous avez votre retour Twitch qui est en train d'être joué et c'est pour ça que je m'entends. Bref, désolé pour ces petits soucis. On va commencer donc l'émission, un petit sommaire. Sommaire rapide, donc Leeds Arsenal, une victoire à l'arraché en fait. Arsenal donc a miraculeusement gagné contre Leeds 1-0 à l'extérieur ce week-end. On parlera bien évidemment un peu de Bukayo Saka. J'ai fait un petit jeu de mots, donc le retour du Jedi. Et on finira donc par parler un peu d'Aaron Ramsdale et de Gabriel. Aaron Ramsdale qui nous a fait un match absolument incroyable, peut-être le match référence de ce début de saison pour lui. Et puis bien sûr on parlera donc du PSV pour le double confrontation face au PSV pour la tête du groupe en Europa League, une première place en Europa League qui est donc très importante. Puisque je le rappelle, le premier du groupe va directement en huitième de finale, le deuxième du groupe passe par les 16e de finale, donc une double confrontation. En plus, voilà, on va pouvoir commencer. Je vais d'abord me tourner vers toi, Mec. Je vais juste Ouais, je vais d'abord me tourner vers toi, mec, du coup, pour juste que tu présentes un peu ton compte foot néerlandais. Enfin, en tout cas, tu fais partie de ce compte. Juste que tu nous racontes rapidement ce que vous faites. Et d'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à aller les follow. Voilà, du coup, pourquoi est-ce qu'il faudrait vous suivre? Qu'est-ce que vous faites exactement? Yes. Est-ce que tu m'entends? Ouais, parfait, nickel. Tout le monde m'entend? Ok. Alors du coup, moi je fais partie du coup de FootNL. Si vous voulez trouver ça sur Twitter, c'est foot F majuscule OOT et tiré du bas, enfin tiré du 8 NL. Et voilà, on parle de tout ce qui est foot néerlandais. On parle de la première division néerlandaise, de la deuxième division aussi. On laisse rien de côté et bien sûr les expatriés, les actualités sur les anciens joueurs. Donc, si vous voulez suivre tout ce qui est foot néerlandais, surtout avant cette belle Coupe du Monde qui est avec une belle équipe des Pays-Bas cet hiver, ben suivez-nous. Eh ben, on manquera pas en tout cas, et puis on écoutera tes avis d'expert sur le PSV, puisque je pense que un peu comme en tout cas c'est mon cas, j'avoue que je ne regarde pas trop le PSV, je connais pas forcément trop cette équipe. Donc voilà, j'ai hâte d'entendre un peu ce que ça donne et de voir à quoi Arsenal peut s'attendre. Déjà que sur le début de saison, toi d'Arsenal, avant qu'on entre dans le détail nous pour parler un peu de Leeds, de l'extérieur, comment est-ce que tu vois cette équipe d'Arsenal actuellement, avant cette double confrontation en Europa League face au PSV? Bah, comme un peu tout fan de foot, bah, je regarde beaucoup de matchs de Première Ligue. Et c'est vrai que Arsenal m'a beaucoup impressionné en ce début de saison. En plus d'être hollandais, je suis aussi marseillais, donc je suis un petit peu aussi tout ce que notre petit William Saliba fait aussi. Donc franchement, il fait très plaisir en ce début de saison et l'équipe entière marche très bien. Donc franchement, Arsenal, et franchement, j'espère bien que ça va un peu bouger les choses en Angleterre et que vous allez gagner cette année parce que vous avez une très belle équipe
Mais je pense quand même que le PSV peut vous poser quelques soucis. Mais on verra ça jeudi soir. Ouais, non, c'est sûr que enfin, de ce qu'on peut voir déjà depuis le début de la saison, et puis le PSV en général, historiquement, c'est un gros club quand même aux Pays-Bas, ça pose toujours des problèmes, c'est pas du tout, pas du tout une petite équipe. De toute façon, il n'y a jamais de petite équipe, même celle qui on pensait peut-être être la plus faible en Norvège, finalement, elle pose enfin, pose beaucoup de problèmes. Les gars, pour parler un peu de Leeds, Benjamin, je vais commencer par toi. Qu'est-ce que tu as pensé voilà, de cette victoire, de ce match? Ça a été extrêmement compliqué quand même. Alors, ça a été compliqué, j'ai envie de dire, dès le début, même avant que ça commence. Il y a eu un petit retard de 40 minutes qui nous a peut-être mis dans un faux rythme. On ne savait pas si le match allait reprendre, etc. Les joueurs sont revenus, ils étaient un petit peu froids. Je trouve qu'on a quand même fait une première mi-temps assez solide. Même si on a été bousculé, on a réussi quand même à dominer. Et bon, bah, Saka nous met un petit but un peu en angle fermé qui sort un petit peu de nulle part, mais on a eu d'autres actions. Et c'est la seconde mi-temps, je trouve qu'on a été complètement sous l'eau. On est resté solide. On n'a pas pris de but, même s'il y a eu deux, trois gros, gros coups de chaud. Mais voilà, moi je pense que le principal c'est de voir qu'on a tenu et Leeds a fait un très bon match et bravo à eux surtout parce qu'ils ont mis une intensité énorme et ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Ouais, il y a quelques stats, j'avais noté un peu les stats du match. 16 tirs à 9 pour Leeds. On a rarement été dominé de la sorte de cette saison. Enfin, c'était vraiment incroyable. Il y a par exemple 6 corners à 3, bah, ils ont raté un penalty. 4 arrêts de Ramsdale, on aura l'occasion de revenir sur la performance d'Aaron Ramsdale. Anzai, ton avis un peu sur ce match? C'est un match quand même, on ne sait pas comment on l'a gagné en fait. Je crois que tu as coupé ton micro, Anzai. Merci. Bon, c'est un peu le genre de match où on se dit, bon, c'est un peu la chance du champion, on va essayer City ou ce genre d'équipe, de grande équipe, faire ce genre de match parce que, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que dans 38 journées, c'est quasiment impossible de faire 38 matchs où on est supérieur, dominant et on mérite de gagner. Et donc, je pense que c'est ce qu'il faut se dire, c'est que bah, les matchs en PL sont très difficiles. Même le Grand City, bah, on a vu que contre Newcastle, ils ont fait 3-3. Contre Aston Villa, ils ont fait 1-1. Donc, il faut pas sous-estimer les matchs, il faut pas avoir preuve de suffisance et il faut savoir aussi gagner et bah, prendre les points lorsque les matchs sont un peu plus difficiles. C'était pour toi, c'est un match qu'on n'aurait pas gagné il y a encore enfin, rien que la saison dernière, par exemple. Ah bah, pour moi, ça fait beaucoup de matchs qu'on n'aurait pas gagné la saison dernière, hein. Clairement, c'est la preuve avec la stat que tu as dit au début de cette émission. C'est notre meilleur start depuis bah, de l'histoire et à égalité avec une saison, je crois, c'était vers les années 1900. Donc ça prouve aussi que bah, notre progression et que clairement, bah, les années d'avant, on les aurait pas gagnées, même les années les plus fastes, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est assez, on s'en rend peut-être pas forcément plein, enfin, pas, on va un peu le dire, mais en plein rêve, genre, on n'a jamais connu, enfin, de toute façon, personne n'a jamais connu ça, du coup, vu que c'est le meilleur départ de l'histoire d'Arsenal. Et ça paraît un peu surréaliste parce que on prend les matchs, pour reprendre une phrase un peu célèbre de footeux, on prend les matchs les uns après les autres, et au final, chaque match, on le gagne, chaque match, soit on joue bien, soit on joue mal, comme face à Leeds, et on gagne quand même. Et ça paraît en fait un peu surréaliste, n'est-ce pas, Benjamin? Ça paraît un peu surréaliste en fait ce qui se passe avec cette équipe d'Arsenal où 27 points sur 30 possibles, 9 victoires sur 10 matchs, c'est surréaliste en fait. Bah, c'est assez incroyable et puis moi je trouve que du côté de la fanbase un petit peu d'Arsenal, finalement on est les seuls à se dire non mais les gars, c'était un peu exceptionnel, machin, 27 points, on a un peu de chance, machin, nous on vise le top 4, etc. Et j'ai l'impression que les personnes extérieures sont limite plus, enfin, pas enthousiastes, mais nous, j'ai l'impression qu'on se retient un petit peu parce qu'on sait que c'est assez exceptionnel et que souvent on a tendance à faire des hauts et des bas. Et c'est vrai que là, cette année, ben, le bas pour l'instant, on le voit très peu. Même contre Leeds, on n'avait pas été très bon, je veux dire, on a été solide, quoi. Donc, ouais, c'est exceptionnel, quoi, je trouve. On a bien sué. C'est clair qu'on a bien su. Mec, de ton côté, avec un avis un peu extérieur, euh, est-ce que tu vois un peu les perfs d'Arsenal depuis le début de saison, et qu'est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce qui t'inspire le jeu d'Arsenal? Qu'est-ce que tu penses d'un peu de ce début de saison en grande pompe de la part des Gunners? D'un point de vue
D'un point de vue extérieur, je suis quand même vraiment, vraiment impressionné parce que tous les ans, on se dit que Arsenal, d'un point de vue extérieur, bien sûr, va revenir au premier plan et le voir arriver pour de vrai cette fois-ci. Et en plus de ça, avec un départ historique, avec une seule défaite, c'est ça, je crois? Une seule défaite, ouais, c'est ça. Ouais, et ben et des matchs maîtrisés, même si apparemment, du coup, j'ai pas vu le match de Leeds, mais c'était plus compliqué ce week-end. Mais c'est des matchs aussi qu'il faut gagner quand tu joues le haut de tableau, quoi. Et franchement, d'un œil extérieur, les performances et même le jeu, les arrivées de Gabriel Jesus, par exemple, pour moi, elle a apporté beaucoup par rapport à, par exemple, ce que pouvait proposer Lacazette l'année dernière. Donc c'est un jeu que j'aime regarder et c'est une équipe que j'aime regarder aussi. Donc franchement, c'est très sympa ce qui se passe à Arsenal en ce moment, quoi. Euh, Benjamin, c'est surtout peut-être on l'a vu depuis le début de saison, il y a le fond du jeu, le style de jeu qui est exceptionnel, qui est assez incroyable. Mais il y a aussi, du coup, on l'a vu sur ce match-là, le mental, en fait. L'équipe a changé de dimension au niveau mental, en fait. Bah, moi, enfin, si on prend quelques années en arrière, quand on avait des matchs où on était dans le mal, où enfin, à l'époque, sans les citer, David Luiz, Mustafi, Socrates derrière, Xhaka pas terrible au milieu, etc. Dès qu'on se prenait un gros coup sur la tête, il y avait personne pour répondre, etc. On se faisait un petit peu marcher dessus. Maintenant, au moindre coup de sifflet, je vois tout le monde autour de l'arbitre. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais on a vraiment retrouvé cette hargne et puis un peu cette fierté qu'on avait perdue. Et ça, je trouve vraiment que c'est aussi à mettre au crédit d'Arteta qui nous a fait retrouver un petit peu cette volonté de la gagne, cette mentalité qu'on n'avait plus. Et ça, c'est un gros avantage comparé aux autres années. Et c'est peut-être aussi pour ça que parfois, on a des coups de sifflet qui sont plus avantageux aussi que les autres années. Là, on n'allait pas assez insister, etc. Et on se faisait un peu marcher dessus. Alors, nous dit Tom Tom d'AFC qui nous dit sur le chat. J'en profite pour dire, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur le chat. Je l'ai à côté de moi, j'y répondrai à vos questions, à vos remarques. Tom qui nous dit très costaud Leeds, ils ont bousculé pas mal d'équipes cette saison avec une meilleure finition. Ils seraient plus haut au classement et avec une meilleure finition, je pense qu'ils on n'aurait pas gagné ce week-end. Monsef Gunner qui nous dit pour moi Saliba commence à avoir trop de confiance en lui, enfin entre son presque CSC et son très mauvais placement sur le but de Firmino contre Liverpool. Et avec ses deux grosses bourdes hier, il devrait se calmer et avoir un peu plus de concentration. Mais bon, il est jeune. C'est vrai que Saliba, du coup, fautif, il était un peu en dedans ces deux derniers matchs, mais bon, il reste quand même. Ça reste du très très haut niveau quand même pour Saliba. Louico666 qui nous dit perso, j'ai trouvé l'équipe globalement fatiguée, sûrement dû au déplacement à Bodo Glimt, du coup en Norvège. Yo les gars, bonsoir, salut tout le monde. Perso, je pense que le fait d'avoir recruté des gagnants comme Jesus Zinchenko par exemple, ça a beaucoup aidé au changement de mentalité. Je pense que l'an dernier, on ne gagnait pas ce match. Ouais, voilà, ça rejoint. Anzai, c'est ce que par rapport à la question que j'ai posée à Benjamin, c'est vraiment cet aspect mental en fait. Arsenal, comme je le disais, a changé de dimension mentalement en fait. On est passé de quasiment, je vais pas, enfin c'est un peu dur, mais quasiment de victime en fait à une équipe qui est sûre d'elle et qui sait que quoi qu'il arrive, on va dire les joueurs se serrent les coudes, les fans sont avec eux, le coach est avec eux. Tu vois ce que je veux dire? On a changé de dimension au niveau mental. Je rejoins totalement cette vie et même je dirais ce qui est le plus surprenant, c'est que bon vraiment à part Gabriel Jesus qui est un peu à part, je trouve que tous les joueurs, même y compris Zinchenko, c'est pas non plus les plus grands gagnants dans l'âme. Enfin, quand on pense aux joueurs qui sont là depuis longtemps, notamment les Xhaka, bon Gabriel ça commence à faire quelques saisons, Saliba aussi, ou même les plus jeunes comme Saka, Martinelli et tout. Tierney aussi, bon, Tierney ça va, il se bat, mais c'est pas des joueurs qu'on se dit c'est des gagnants. Parce qu'à l'époque, c'était, bah, ils étaient avec nous, on n'était pas tout le temps gagnants. Et je pense que c'est le plus incroyable, je pense, c'est de se dire que c'est les joueurs eux-mêmes qui ont transformé, qui se sont transformés et qui ont gagné en maturité. Et je pense que c'est le contexte global parce que, bah, on l'a vu par exemple, Saliba, il s'est pas adapté. En fait, il est arrivé premier jour, hop, il était quasiment dans les meilleurs défenseurs de première ligue dès le premier jour. Et dès le troisième jour, il met une pleine lucarne du pied gauche.
Et alors que par exemple Martinez a eu des débuts plus difficiles avec Manchester United. Et moi je pense que c'est le contexte. Quand tu joues dans une équipe et que tu commences à avoir des résultats, on commence à enchaîner 3, 4, 5, 6 victoires d'affilée, tu gagnes en confiance et cette confiance aussi elle te rassure, elle te dit je suis fort, j'arrive à quelque chose, Mm. les résultats ils payent et ça c'est vraiment quelque chose d'important parce que quand l'an dernier on avait parfois par exemple on en parlait, il y en avait qui étaient pro Arteta et d'autres moins contre, il y en avait qui voyaient les progrès dans le jeu mais qui n'avaient pas les résultats et c'était dur de faire le lien. Et ben là, cette fois-ci, quand on a Lyon, évidemment, c'est plus facile d'avoir la confiance quand il y a les buts et quand il y a les résultats. Quand on fait 9 sur 10, comment ne pas être en confiance et comment ne pas mieux maîtriser les événements parce qu'on se dit, on l'a déjà fait contre Crystal Palace, on l'a déjà fait contre Fulham, on l'a déjà fait plein de fois dans la saison, donc on est capable de le faire. Et je pense que c'est ça aussi le changement, c'est gagner en confiance. Et comme on dit, c'est l'appétit vient en mangeant. Ah non, c'est vrai que tu touches un point. C'est la confiance en fait. Benjamin, c'est vrai que on en parle souvent dans le foot, mais la confiance en fait, elle joue un rôle primordial dans le déroulement des matchs et dans le fait de gagner ou justement de lâcher en fait dans un match quand ça se passe pas trop mal, quand ça se passe mal plutôt, par exemple comme contre Leeds, il y a quelques saisons, quelques matchs, on aurait peut-être lâché. Là finalement cette confiance nous a donné l'envie de continuer et d'aller jusqu'au bout. Alors bon, c'est miraculeux ce qui s'est passé, mais voilà, il y avait aussi ce côté, cette chance et ce mental derrière cette victoire miraculeuse. Après, moi, je pense qu'il faut aussi donner du crédit à Edo et Arteta dans le recrutement parce qu'on a parlé de cette année, mais je trouve aussi que l'an dernier, Ramsdale et White, dont on n'a pas encore parlé, c'est vraiment deux personnes qui ont des mentales de gagnants. Et quand on recrute une personne, c'est ce qu'on va aller rechercher aussi. Au-delà du niveau de jeu, il va y avoir la mentalité. Donc je pense que c'est un gros travail qui est fait depuis plusieurs années, dont on voit les résultats que maintenant. Mais c'est pas pour rien que cette année, on a gagné en maturité, c'est mieux dans le jeu. Mais cette mentalité, pour moi, même si on n'avait pas tout le temps des résultats l'an dernier, on l'avait déjà. Quand on fait notre run, qu'on remonte quatrième, etc., c'était quand même assez incroyable de les voir sur le terrain et de voir ce qu'ils donnaient. Donc ça s'est mal terminé, mais pour moi, c'est juste la concrétisation de ce qui avait été commencé l'an dernier. Enfin, je trouve. C'est mec de ton côté, on va dire quel joueur t'impressionne le plus dans cette équipe d'Arsenal? T'as parlé de Saliba tout à l'heure parce que t'es Marseillais, mais voilà, quel joueur t'impressionne le plus? Alors, pour ces joueurs-là, j'ai beaucoup aimé les entrées et tout simplement les matchs de Gabriel Jesus parce que à City, il montre beaucoup moins et quand il prend des responsabilités comme ça, Arsenal, et de plus, pour moi, c'est un type de jeu que j'apprécie beaucoup. C'est Gabriel Jesus qui m'a beaucoup impressionné après Zinchenko. Après, voilà, comme j'ai vu sur le chat, on va dire qu'ils ont un peu apporté cette mentalité de winner qui manquait peut-être à Arsenal ces dernières années. Donc ces deux arrivées-là de City, pour moi, sont les plus intéressantes, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'ils ont rajouté en plus, ils sont totalement entrés dans le projet de jeu d'Arteta et ils avaient déjà, du coup, en plus Arteta les connaissait bien évidemment, mais ils avaient déjà cette mentalité de, de winner, on va dire. Gabriel Jesus, il a toujours cette mentalité de vouloir toujours marquer, il relâche jamais. Et puis Zinchenko, capitaine de l'Ukraine, il a toujours montré aussi des grosses qualités mentales. Il y a un joueur qui qui a fait un énorme match contre Leeds, mais finalement qui aurait pu tout gâcher. C'est Gabriel. Anzai, je voulais qu'on parle de Gabriel avant de parler de Saka et de Ramsdale rapidement, mais Gabriel, je vais vous montrer les stats de Gabriel. Donc il nous fait un match à 100% de duels aériens gagnés, 90% de passes réussies, 8 duels gagnés en plus, 4 dégagements, 4 blocages, 3 tacles, 3 interceptions. Bon, 0 carton rouge, c'était pour la petite note un peu humoristique. Mais mais voilà, il aurait pu en fait, il a fait un match énorme, mais il aurait pu tout gâcher en fait à la fin. Oui, un peu comme souvent, c'est un cas très épineux parce qu'on sait que au cours de la saison, il a souvent fait des erreurs. Une erreur de relance contre Fulham. Il a coûté un penalty contre, c'était Liverpool, je crois. Non, c'était un autre match, mais bref, il a coûté un penalty, je sais plus contre qui, et il est souvent fautif. Mais moi, je vais mettre en avant, tu vois, je pense que il apporte beaucoup dans le jeu. On l'a vu sur le but que Saka marque, il laisse passer le ballon entre les jambes et il fait une montée de 40 mètres contre Liverpool.
Contre Fulham, c'est lui qui marque de la tête avec la grinta. Et dans le jeu aussi, il est quand même fort à la relance. Son pied gauche est évidemment apprécié par Arteta et utile dans le jeu. Et aussi en termes de profil, je pense que ça colle bien avec Saliba White, bon, en fonction de qui joue à côté. Parce que ça apporte un profil un peu plus, entre guillemets, bagarre. Voilà, c'est un profil un peu plus physique, un peu plus, je vais mettre des coups d'épaule, je vais faire des gros tacles. Alors que les profils White, Saliba, c'est plus des joueurs qui restent debout, notamment qui font des tacles debout, qui font très très peu de tacles au sol, qui sont plus la science du placement et la science de comment se déplacer, alors que Gabriel, c'est plus, on va dire, vraiment le défenseur un peu, entre guillemets, à l'ancienne, même s'il est très bon balle au pied. Et moi, je pense que j'ai envie de mettre en avant ce qu'il apporte, parce que c'est vrai que de notre côté, on se dit, ouais, c'est un peu le point faible, ouais, il coûte beaucoup de buts. Mais je pense qu'on oublie, et il y a beaucoup de joueurs un peu clivants comme ça, comme l'est en ce moment Alexander Arnold, même si c'est très différent, ou Cancelo. Ben, je pense qu'il faut accepter que comme Saliba il est exceptionnel, mais il a fait une main aujourd'hui. Il a fait une erreur contre Liverpool. Il a coûté un CSC contre Leicester. Donc je pense qu'il faut aussi accepter que quand on joue comme ça, forcément, il va y avoir des erreurs. Et je pense que le but, ça va être de minimiser les erreurs et faire en sorte que l'apport qu'il apporte dans le match soit incommensurable comparé aux erreurs, et que on continue à gagner comme on le fait, même s'il fait une erreur. S'il fait une erreur, mais qu'on fait toujours 3-0 ou qu'on met toujours qu'on gagne, il peut continuer à faire son erreur si derrière il apporte tellement, je pense. Benjamin, ton avis sur la prestation de Gabriel et son erreur qui aurait, enfin, on va dire ce petit incident à la fin du match qui aurait pu coûter très très cher au final et venir ternir sa prestation. Alors, je rejoins quand même Hanzai sur le fait que même si cette année, c'est vrai que c'est lui sur les quatre derrière qui souvent est à la faute, je pense qu'il souffre aussi un peu de la comparaison avec Saliba qui vient d'arriver, qui est impérial. White sur les côtés avec Tommy Tierney ou Zin, ben, ça roule aussi. Donc c'est vrai que on a tendance à le pointer du doigt alors qu'il apporte aussi énormément. Là, il nous a sorti un gros match. Et c'est vrai que bon, bah, on est en fin de match, on s'est pris un but qui a été annulé par la VAR, on a eu un penalty qui a été raté en face, on se dit bon bah c'est bon. Et puis là, sur une action qui est pas vraiment dangereuse, etc., Gabriel tombe au sol, il a ce petit geste d'humeur, même si l'arbitre revient sur le rouge, on voit qu'il tend le pied, etc., et puis que ça va commencer de s'embrouiller dans la surface. Et on s'en sort bien, mais c'est vrai que moi, sur le moment, j'ai eu peur et je me suis dit, bon, il y a quelques temps, celui-là, on se serait pris encore quelque chose, un rouge, un penalty, quelque chose. Là, on a eu de la chance. Enfin, on a eu de la chance. Il y a eu faute avant, hein, mais il n'était pas obligé. Et c'est dommage parce qu'il avait sorti un gros match et il n'avait pas à faire ça et on pouvait finir tranquille. Donc, un petit coup de frayeur pour rien. J'espère que son côté un petit peu fougueux, là, il va un petit peu se calmer et puis voir un petit peu la bêtise qu'il a faite. Et puis que ça n'arrivera plus. Voilà. J'ai beaucoup aimé, aussi la réaction de tous les joueurs après qui sont venus en mode lui dire bon c'est bon, c'est passé, calme-toi, genre reste dans ton match. Et toi, on sentait qu'il y avait vraiment cette tension parce que le match il nous glissait entre les doigts en fait. On sentait vraiment la tension et tout le monde est venu le réconforter en mode c'est bon, ok, t'as fait une connerie, l'arbitre est revenu dessus, mais vas-y, reste dans ton match, c'est pas fini, on va gagner. Et je trouvais ça revient en effet à cette mentalité de vainqueur qu'on disait au tout début, hein. C'est que ça, c'est des choses qu'on voyait pas il y a quelques saisons. Et voilà, même Cette unité dans le groupe en fait. Ouais. quand Saliba a marqué contre son camp, contre Leicester, ils sont tous venus dire c'est pas grave, reste dans ton match, etc. Dès qu'il y a quelqu'un qui fait un peu une bêtise, ils viennent tous survoir. Dès qu'on marque, on se met tous ensemble, on reste concentrés. Et je pense que c'est ça aussi qui nous fait gagner des matchs qu'on gagnait pas avant. Mm. On va avancer dans cette émission parce qu'on arrive déjà quasiment à une demi-heure et puis on a une grosse partie sur le PSV à évoquer avec Mec. On va parler de Bukayo Saka pour cette deuxième partie. Donc Bukayo Saka qui nous a sorti une semaine, on va dire, qui nous a sorti 7 jours masterclass, un doublé contre Liverpool, un but face à Bodo Glimt en Europa League et donc ce but face à Leeds. Donc au final, il nous gagne quasiment les 3 matchs. Alors, il n'est pas tout seul, hein, bien évidemment, mais au niveau décisif, en étant décisif, il nous gagne quasiment les 3 matchs de cette semaine, notamment le 1-0 donc, en Norvège et le 1-0 face à Leeds. Des gros points. Bukayo Saka, finalement, il est de retour. Il n'a jamais été vraiment absent, mais Benjamin ou Hanzai, finalement, Bukayo Saka, ça y est, il est de nouveau extrêmement décisif. Je peux y aller. Je commence.
Ouais, peu importe, un Benjamin si tu veux. Ok. Bah, en fait, Saka, je trouve que l'an dernier, il était présent dans les moments où justement on en parlait, collectivement on était un peu moins bon, et puis c'est Saka sur des passements, un geste qui arrive à débloquer la situation. Il faisait ses stats début de saison, mais on l'a un petit peu perdu dans le collectif. Et là, moi je trouve que depuis 2-3 matchs, on a un peu plus de mal, que ce soit contre Liverpool, en Europa ou là. Et là, justement, quand on a du mal, il arrive encore à nous sauver des situations. Donc très très content pour lui et je trouve qu'on l'a un petit peu trop enfoncé début de saison alors qu'il était vraiment présent et on remarque souvent maintenant que dès qu'il a le ballon il y a deux défenseurs sur lui etc. Il est beaucoup plus ciblé donc forcément il aura moins de rendement qu'avant. Maintenant ils sont au courant. Mec, ton avis un peu sur Bukayo Saka, est-ce que déjà tu l'as vu pas mal de fois jouer et qu'est-ce que tu penses de son jeu et de ses prestations il a seulement 21 ans. Bukayo Saka, on l'a vu progresser au fur et à mesure en première ligue. Il est tout comme Arsenal. C'est pas forcément lui qui porte Arsenal, mais c'est quand il est en forme, Arsenal est en forme et franchement, je le trouve très impressionnant. Et même, on l'a vu à l'Euro, c'était un joueur important de l'Angleterre. À seulement, à l'époque, il avait 19 ans encore, si je dis pas de bêtises. Et c'est un joueur virevoltant qui sait amener l'équipe de l'avant, quoi. Donc ça se montre aussi sur la feuille de match avec quelques buts, quelques passes décisives. Donc pour moi, franchement, c'est peut-être le joueur clé cette année pour Arsenal, pour peut-être aller chercher le titre, du coup. C'est pas encore fait, hein, mais... Nous, du côté d'Arsenal, on se calme sur le titre. Nous, on parle pas de titre, on parle déjà de Ligue des Champions. Si on retrouve la Ligue des Champions, ce sera très très bien. Mais bien sûr qu'évidemment, on va espérer aller le plus loin possible. Et d'ailleurs, je vois dans le chat, parce qu'évidemment, il y avait le Ballon d'Or. Il y a le Ballon d'Or en ce moment, et il y a le trophée Copa également. Et il y a également. Alors, il y a un petit souci de caméra. Il y a un petit souci de caméra. Du coup, il a fini 8ème donc du trophée Copa. J'avoue que je comprends pas trop en fait. Genre, le mec est trop fort. Bon, après, Ça fait 3 ans qu'il est trop fort. À son âge, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans la liste qui ont un niveau aussi relevé que lui. Bon, il le gagne pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, il le gagne pas. Il est pas dans les. En tout cas, il est pas très bien classé. Vous en pensez quoi, Benjamin et Anzai? bon, je peux commencer rapidement. Bon, j'ai pas la liste des 8 premiers, mais je pense qu'il souffre de quelque chose de très important. On n'a pas fait de compétition européenne. Oui, Donc, oui, c'est vrai. n'importe quel joueur qui a fait une compétition européenne correcte, sans être voilà, au même niveau que Saka, ben forcément il va passer devant parce que tu te dis, Saka il a été bon, mais lui aussi il a été bon et il a été bon en Europa League ou en C1 ou peu importe la compétition européenne. Donc forcément il va passer derrière des joueurs. Après je sais pas où est le curseur. Est-ce que bon j'imagine que Bellingham peut-être il doit être devant, peut-être que Bah, Foden il doit être devant. c'est Gavi qui a gagné. Les Gavi, Pedri, tout ça, ça a déjà un peu plus d'expérience en Europe, parce qu'ils ont joué la C3 notamment, la C1 puis la C3, même s'ils se sont fait éliminer assez tôt. Et ça joue beaucoup dans la tête, et parce qu'il y a beaucoup d'observateurs, ben, ils ne regardent pas forcément la première ligue, et ils regardent uniquement les Après, compétitions européennes. ouais, après, je suis un peu d'accord avec ce qui est dit dans le chat. Tu juges un joueur sur les matchs. Alors, ok, les compétitions rentrent dans le compte, mais quand même, enfin, Bukayo Saka, c'est quand même le joueur le plus abouti, en fait. Enfin, bon, après, je sais pas ce que t'en manges, Benjamin, mais. Bah on joue pas enfin on joue pas en D1 portugais quoi. Je veux dire au bout d'un moment quand il fait des matchs contre Liverpool, contre City, enfin il a déjà marqué contre tous les gros. Je suis peut-être pas très objectif sur ce classement, mais Je crois qu'on l'est pas, mais ouais, c'est bizarre. c'est voilà, moi je comprends pas vraiment. Bon, après, on en a vu des dingueries, hein. On se rappelle de Thierry Et Henry en 2003, je crois, avec tu vois, Pavel Nedved, on s'en il y en souvient, a hein. qui passent devant parce qu'ils sont dans un meilleur club. Kamavinga, il joue pas vraiment, mais comme il est réel, ils ont gagné, il passe devant. Musiala, pareil. Comme il est Hmm. devenu au Bayern Munich, il Ouais. va passer devant parce que Bon, c'est dans un meilleur club. on s'est un peu égaré du sujet, du sujet de départ, mais vu qu'il y avait cette petite actu, on en parle pour revenir sur cette semaine de Bukayo Saka. Benjamin, qu'est-ce que donc ça y est, il est de retour. Ça fait du bien de le revoir décisif. Il a 5 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Ça fait du bien de le revoir à ce niveau-là. Bah, moi je trouve que
Noni, il a toujours un peu été décisif en début de saison, et ce qui lui manquait un petit peu, c'est son coup de rein pour faire la différence sur le côté. Et c'est surtout là que je trouve qu'on ne le retrouvait pas. Et maintenant, il a un peu retrouvé sa fraîcheur, il a un peu retrouvé ses jambes, et pour moi, sa saison était bonne depuis le début, c'est juste que là, il a retrouvé le tranchant qu'il avait plus. Anzai, ton avis sur ce retour, on va dire, physique peut-être aussi de Saka? Il est plus décisif, plus précis, on Moi, va dire, dans ses courses, dans ses appels, dans ses dribbles? Moi, je suis d'accord. Bon, évidemment, il y a eu la progression qu'on a vue l'an dernier sur la finition qui se confirme parce que même quand il n'est pas forcément en vue, il finit souvent avec un but ou une passe décisive. Et moi, je pense que même il a évolué son jeu, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans notamment, on le voyait un peu plus comme Martinelli, vraiment faire des différences. Vraiment l'ailier classique à la Vinicius, à la Martinelli, à l'Ansu Fati, vraiment l'ailier, je prends le ballon, je pousse, je fais une différence et je gagne en vitesse. Et là, je pense que depuis 1 an, on va dire, il a changé, il est devenu un peu plus créateur, il est devenu un peu plus calme. Il est devenu un peu plus, voilà, je prends le ballon, je suis capable de jouer quasiment comme un numéro 8 ou un numéro 10. Et je pense qu'il a évolué. Et c'est pour ça que je pense que c'est frustrant parce que des fois on se dit, prends le ballon, t'es 1v1, fais comme Martinelli, fais comme les autres ailiers, juste bah, fais la différence. Et il va pas le faire forcément comme ça, il va le faire parce qu'il va dédoubler ou parce qu'il va jouer collectif. Et je pense que c'est pour ça que c'est difficile de juger, c'est que des fois on a vraiment envie qu'il fasse la différence de façon entre guillemets traditionnelle comme d'autres ailiers, mais en fait il le fait juste différemment et je pense que c'est ça qu'il faut s'adapter, c'est que se dire bah, même s'il fait pas 10 différences comme il le faisait il y a 2 ans, il va apporter dans le jeu, il va conserver le ballon, il va fluidifier le jeu et il va faire bah, il va se retrouver au bon moment, au bon endroit pour soit délivrer la bonne passe ou soit finir comme contre Liverpool, comme là il fait une magnifique finition du pied droit il me semble en plus. Mm, c'est ça. Voilà, donc c'est aussi un rôle différent où on a l'impression, un peu comme les grands joueurs où des fois, il fait bon là il a été en jambes, mais des fois il est pas ouf, mais en fait il a un but, une passe et en fait il a fait son match parce qu'au bon moment il était là, il a mis. Oui, parce qu'on parle quand même de 4 buts, 4 buts et 4 passes décisives en 10 matchs donc de Première Ligue, donc ça fait un bon ratio quand même en étant, enfin pour être décisif. Euh, et puis Bukayo Saka, bien évidemment, ce qui est intéressant aussi du côté d'Arsenal, c'est que donc tout le monde est impliqué, que ce soit Odegaard, Martinelli, Gabriel Jesus, Xhaka et donc Bukayo Saka. Un joueur dont on n'a pas beaucoup parlé depuis le début de la saison, et on va finir là-dessus, on a encore 5 minutes sur ce match face à Leeds, c'est Aaron Ramsdale. C'est notre troisième titre un peu de cette émission. Aaron Ramsdale, on n'a pas beaucoup parlé cette saison parce qu'il était forcément un peu moins en vue avec un Arsenal beaucoup plus dominateur. Mais Aaron Ramsdale, il nous a sorti un match, c'est la première fois cette saison qu'il nous sortait un match comme ça. Benjamin, ton avis un peu sur ce match d'Aaron Ramsdale? Lui aussi, ça fait du bien de le revoir aussi conquérant et aussi décisif, lui aussi, par rapport au début de saison, voilà, où il était un peu critiqué, malgré quand même des performances de haute volée, quand même, on va dire. J'ai trouvé que ça a été son match le plus abouti de la saison. Il nous a sorti des arrêts réflexes, il a fait toute la palette. Même globalement, j'ai trouvé au pied, il a été assez correct. Il a enchaîné quand même deux, trois petites boulettes en début de saison ou des arrêts où on se dit bon bah là il pourrait l'arrêter, ça passe quand même. Donc j'étais content de le retrouver à son meilleur niveau. Et il a été impérial même sur le penalty, il s'est tiré à côté mais il avait plongé du bon côté. Je vais pas dire qu'il l'arrêtait mais on avait l'impression quand même. Donc moi il a vraiment sorti le gros match, le match référence de son début de saison. Anzai, ton avis sur Aaron Ramsdale, ça fait plaisir de le revoir aussi impliqué et à ce niveau. Oui, j'ai un peu mal pour son entrejambe, mais sinon, ça fait très plaisir de le voir. Je pense que c'est un joueur que j'apprécie vraiment beaucoup parce que quand on le voit, c'est vraiment le joueur de football qui a envie, qui veut gagner, qui est expressif aussi. On le voit avec les supporters, on le voit. Moi, je me rappelle de l'image forte sur le penalty raté de Bruno Fernandes. Il va crier dessus, il saute et il va devant lui et il lui crie à la gueule. C'était une image très très forte. Je m'en souviens la saison passée. Et même aussi, même Tottenham aussi, il avait été très bon. Bon, il a subi le penalty, mais il avait fait un arrêt notamment sur Richarlison à bout portant. Et je pense que c'est un gardien qui, je pense qu'il est un peu sous-estimé parce que j'ai un peu l'impression que c'est un peu les gardiens un peu qui, quand ils évoluent dans des grandes équipes, ben, en fait, ils ont que une ou deux actions à faire par match où ils sont vraiment impliqués, comme on le voit avec Alisson ou avec ouais, le gardien Ederson. Ben, du coup, ben, soit tu fais ton arrêt, dans ce cas, on te dit ben, bien joué, mais même en même temps, on va te dire ben, t'as fait un arrêt, waouh.
Et si un jour tu fais une erreur comme Ederson ou Alisson, on te met au bûcher. Donc je pense que c'est aussi une situation difficile où comparé il y a notamment l'an dernier, il était plus en vue, notamment sur les premiers matchs où vraiment c'était catastrophique, on n'avait pas de défense et il subissait 10 tirs par match. Donc forcément il faisait 8 arrêts, on était tous impressionnés. Et là c'est différent parce que on verra plus son jeu au pied parce que comme on l'a dit, on va peut-être subir que 2 occasions franches par match, voire qu'une. Et il sera jugé que sur cette action. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a eu l'arrêt entre les jambes notamment et un face à face. Contre Tottenham, il n'y a eu que la frappe de Richarlison. Contre Liverpool, il n'y a pas vraiment beaucoup d'arrêts à part la frappe de Nunez. Donc c'est aussi pour ça que c'est difficile, je pense, de juger des gardiens où on arrive à un niveau où il subit qu'une occasion. Et c'est des occasions où on ne peut pas faire grand-chose. Et comme le dit Corentin dans le chat, on attendait enfin ce match décisif de Ramsdale cette saison. On avait besoin de lui, il a répondu présent. Ce clean sheet a aussi une saveur particulière pour lui, je pense. C'est vrai qu'on se rappelle de la série All or Nothing et on le voit dépité et dégoûté après ses coéquipiers. Je sais plus pour quel match où on gagne, mais on se prend un but à la fin et on le voit complètement dépité d'avoir pris ce but. Donc je pense que c'est vrai, comme le dit Corentin, ce clean sheet a une saveur particulière. Pour lui, on va donc passer à cette quatrième partie. Voilà, c'est la partie un peu avant-match, analyse un peu du match, de la double confrontation face au PSV. Mec, du coup, le PSV, Yes. qu'est-ce que ça donne cette saison? À quoi Arsenal doit s'attendre pour cette double confrontation? Une double confrontation qui devrait définir qui est premier du groupe ou non. Alors pour le PSV cette année, c'est une équipe déjà, quand on pense PSV cette année, on pense aux deux Sierra le buteur, Cody Gakpo qui est déjà à 15 buts et 10 passes décisives en 21 matchs, qui fait un début de saison incroyable. Xavi Simons, dont j'attendais pas forcément beaucoup après son passage au PSG, et qui lui aussi a déjà 9 buts et 4 passes décisives. Donc pour les deux joueurs, c'est quand même un début de saison vraiment vraiment très impressionnant. Mais bien sûr, il n'y a pas que au PSV Eindhoven. Offensivement, on peut aussi parler de Gustil qui a quelques buts à son actif également et qui participe donc à l'attaque à 3 du PSV cette année. À quand même faire attention aux quelques blessures du PSV, mais pour l'instant, les joueurs qui restent, ça a très bien fonctionné comme on a pu le voir ce week-end avec la victoire quand même 6-1 contre Utrecht. Et qui a encore démontré les facilités offensives de Eindhoven cette saison. On a vu pas mal de scores fleuves, comme les deux dernières, la double confrontation contre Zurich, où il y a eu 5-1 en Suisse et 5-0 à Eindhoven. Après, voilà, il y a quand même à nuancer par rapport aux adversaires. C'est pareil un petit peu en Eredivisie. Avec, je crois, si je compte bien, 6 matchs avec plus de 4 buts, enfin 4 buts ou plus. Donc c'est une équipe vraiment, vraiment portée vers l'avant, et très, très verticale. On peut voir beaucoup de buts en transition avec et Xavi Simons et Gakpo qui partent seuls devant, avec souvent Sangaré ou Verman qui fait un très, très bon début de saison aussi, qui les envoie tous les deux dans la profondeur et ça finit très souvent en but du coup, ouais. Donc il faut s'attendre à une équipe qui joue très verticalement et même quand ça fonctionne pas forcément en transition, les deux joueurs peuvent tous les deux apporter. On a vu donc beaucoup de passes décisives de la part des deux joueurs parce que Gakpo, même s'il rentre un peu dans les attaquants très longilignes, un peu à la Haaland, Mbappé, on va dire dans la morphologie. C'est aussi un joueur qui centre très bien, on l'a pu voir ce week-end. Je crois qu'il n'a pas marqué contre Utrecht, mais il a encore délivré des passes décisives, alors que c'est pas forcément quelque chose qu'on peut attendre, par exemple, de Haaland si on rentre dans cette catégorie des joueurs très longilignes. Je trouve qu'il a un super pied, super sens de jeu d'équipe aussi, et c'est un très très bon joueur à faire attention, quoi. Ça donne quoi le PSV depuis le début de la saison en Europa League pour le coup? On pourra en reparler en championnat, mais en Europa League, comment est-ce qu'ils s'en sortent? Ils sont donc deuxième du groupe avec
avec 7 points, si je dis pas de bêtises. Voilà, comment ils s'en sortent Exact, ouais. Il y a eu notamment tu l'as dit, des grosses performances face à Zurich. Voilà, qu'est-ce qui ressort un peu de leur performance depuis le début de la saison en Europa League? En Europa League, déjà c'est parti de la belle victoire contre Monaco en Ligue des Champions. Après, il y a eu le couac contre les Rangers et on peut peut-être le voir plus tard dans les gros matchs, les peu de gros matchs qu'ils ont joués. Ça a peut-être un petit peu plus bloqué que contre les équipes un peu plus faibles, on va dire. Mais voilà, la défaite aux Rangers les a empêchés d'aller en Ligue des Champions. Et ensuite en Europa League, un peu comme Arsenal, si j'en crois vos dires de tout à l'heure, ils ont fait match nul du coup contre Bodo Glimt, qui jouait assez fermé et qui a marqué sur je ne sais plus comment s'appelle le joueur de Bodo, mais il envoie une superbe frappe deuxième poteau et il pouvait pas vraiment faire grand-chose. Mais ça a un petit peu mis en lumière le manque d'agressivité défensif du PSV cette année, qui pourra donc poser problème contre des grosses équipes comme contre Arsenal. Donc voilà, les deux grosses performances contre Zurich. L'équipe de Zurich était quand même assez faible comparée à ce qui s'est passé contre Bodo Glimt, quoi. Arsenal est à 9 points, donc on a 3 matchs, 3 victoires, et le PSV c'est 2 victoires et un nul, du coup, si je dis pas Ouais, de c'est bêtises. ça. Il y a eu 1-1 contre Bodo Glimt, si Et je dis du pas de coup, bêtises. Bodo Glimt est à 4 points et Zurich un seul point. Du coup, si ça résume un peu le classement en Europa League. Corentin nous dit sur le chat, à part Gakpo et Simmons, ceux qu'on connaît le plus, quels sont les autres joueurs dangereux, décisifs en attaque, attaque milieu en fait? Alors, au milieu, avec les blessés, il y a eu pas mal de blessures. Il y a eu, que je revienne dessus, Madueke, le jeune anglais, s'est blessé récemment. Il y avait Vertessen qui commençait à planter aussi, le jeune avant-centre belge qui s'est blessé également. Luc de Jong s'est blessé aussi devant. Donc, sans oublier Ismail Saibari, le jeune Marocain formé à Feyenoord. Donc, ils devront faire attention donc, surtout à ces deux-là. Mais il y a donc Custil aussi qui a planté, qui a quand même pas mal planté en ce début d'année et qui fonctionne très très bien avec Xavi Simons et Gakpo. Derrière, dans un style plus défensif, il devrait jouer en 4-3-3 et on aura Gutiérrez et Sangaré qui s'occuperont un petit peu plus du système défensif, on va dire, mais qui contribuent très bien, qui sont très rapides à la relance et qui savent que Xavi Simons et Gakpo partent très vite devant. Et on a aussi Verman qui l'a montré encore ce week-end, si je dis pas de bêtises, qui sait très bien tirer de loin et qui peut vraiment représenter une belle menace aux abords de la surface pour Arsenal, quoi. Benjamin Hanzai, comment est-ce que vous abordez cette double confrontation vous vous attendez, parce que comme un peu depuis le début de saison, on s'attend à ce qu'Arteta fasse tourner, puisqu'on a un calendrier absolument dantesque entre la Première Ligue et l'Europa League. Vous vous attendez à des matchs pièges, justement, à peut-être voir filer cette première place du groupe, si jamais on n'y met pas on n'y met pas le cœur, on va dire, on n'y met pas les mêmes ingrédients qu'on a mis depuis le début de la saison. Hanzai, si tu veux commencer. Moi, je pense qu'on finira quand même premier. Parce que je pense qu'on a les qualités individuelles pour faire les différences et qu'on a vu que, par exemple, contre Bodo Glimt, on n'a pas fait le meilleur match et on a quand même fini par gagner 1-0. Et je pense que aussi l'avance là qu'on a gagné, on a plus de points par comparé au PSV. Je pense que ça fera en sorte que sur les deux matchs, voilà, une victoire à nul ou quelque chose comme ça. Et après, il restera que le dernier match contre Zurich qui, bon, paraît quasiment gagné d'avance, même si je peux parler un peu vite, mais c'est vraiment une équipe qui paraît vraiment inférieure comparée au reste du groupe. Mais je pense que ça restera difficile parce que, comme tu l'as dit, ce qui pique, c'est l'enchaînement des matchs. Là, il reste 8 matchs en 3 semaines et demie. Donc, on joue tous les 3 matchs jusqu'au mi-novembre. Et après, évidemment, la Coupe du Monde, parce qu'il y aura aussi la Coupe qui va être en plein milieu, la EFL Coupe d'Angleterre. Donc, je pense que c'est ça qui va être difficile, ça va être gérer, les cardio, reposer les gens, faire tourner, trouver le bon équilibre. Par exemple, là, on l'a vu contre Bodo Glimt, au lieu de faire jouer Martinelli et Xhaka, on a fait jouer Saka et un défenseur central, je crois que c'était Saliba White ou Saliba, je sais plus, l'un des 2. Saliba. Saliba. Voilà, merci. Donc c'est ça aussi qui va être difficile, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qu'on sait que comme Tierney,
comme bon, potentiellement Cédric s'il joue ou Holding, bon, c'est fait pour la C3, ils seront là, et Nketiah, voilà, ils seront là. Mais comment on fait pour les joueurs vraiment clés comme Gabriel Jesus, comme Martinelli, comme Xhaka, comme Saka, pour faire une bonne rotation, pour avoir quand même un 11 cohérent, parce que PSV sont pas des équipes à sous-estimer, ils sont souvent en Ligue des Champions d'ailleurs. Donc il faudra, comme l'a dit Arteta, on y va à domicile dans le but de gagner, parce que quand on a l'opportunité de sécuriser la première place, faut le faire. Benjamin, ton ressenti un peu sur cette double confrontation, c'est primordial en fait déjà de gagner la première confrontation ce jeudi, et c'est primordial de prendre la première place en fait. À domicile, le premier match. Oui, il faudra Ouais, qu'on aille chercher cette première place. Que de mémoire, je ne suis plus sûr à 100%, mais du coup, le premier a un tour en moins, c'est ça, cette année? Il fait un tour de plus. Il va en 16e et il rencontre le 3e de Voilà, c'est lycéen. ça, ouais. Et Et le donc, 3e, il y a que des gros clubs, hein. Il y a du Juve, il y a du Atlético, il y a du Barça. Il y a des gros clubs. je pense qu'il faudra vraiment voilà, sécuriser la première place. Et je suis d'accord qu'il faut faire tourner. Moi, j'ai trouvé voilà, contre Bodo Glimt, on n'a pas été très très bon. Alors après, il y a le déplacement, il y avait la pelouse synthétique. Il y avait plein de choses, ça m'interpelle un petit peu quand même. Et moi, je trouve vraiment que c'était souvent quand Partey n'est pas là qu'on voit la différence, hein. Donc moi, c'est surtout voir comment on va faire sans Partey. Quand on perd contre United, c'est parce qu'il n'est pas là aussi. Donc je me dis que autant on a plein maintenant de remplaçants ou des profils qui peuvent jouer à plusieurs postes. Je pense à Fabio Vieira, je pense à Tommy, on peut le mettre à gauche, à droite, au milieu, il n'y aura pas trop de soucis. Tierney, Zine qui sont bien reposés. Si Zine revient, Tierney, bon bah ce sera solide. Donc je me fais pas trop de soucis sur nos remplaçants. Mais à mon avis, ce sera quand même des gros matchs, ça sera dur. Euh, Mec, comment est-ce que tu vois cette double confrontation avec le style de jeu du PSG? Comment le PSG va, selon toi en tout cas, aborder une équipe d'Arsenal qui est quand même en feu depuis le début de la saison? Ça va être quoi un peu le plan de jeu de l'entraîneur? Selon moi, je pense que ça va être quand même compliqué parce que défensivement, il y a eu pas mal de trous d'air de la part de la défense d'Eindhoven, quoi. Donc, je pense que ça va jouer quand même assez reculé, et Gutiérrez et Zangarès sont des profils assez adaptés sur ça, dans le sens où ça reste quand même des joueurs défensifs. Et je pense que ça va quand même jouer sur le contre au vu du début de saison avec Arsenal. Et je pense que c'est aussi à ça que s'attendent à ce que s'attendent Eindhoven. Mais voilà, l'entraîneur, j'en ai pas forcément parlé, mais depuis cette année, l'entraîneur c'est Ruud van Nistelrooy. Et il a un jeu vraiment porté sur l'avant. Donc il va certainement pas subir tout le match, et va essayer de poser le pied sur le ballon dès qu'ils le pourront pour éviter de subir tout le match, quoi. Mais je pense que voilà, ils vont quand même beaucoup compter sur la vitesse de Xavi Simons et de Gakpo, mais aussi de Gustil et du super pied droit de Veerman. Ruud van Nistelrooy qui se rappellera au bon souvenir des Manchester United, Arsenal des années 2000, et qui sera très content Ouais. de retrouver Arsenal. Ouais. Mais Je voilà. comptais vous dire tout ce que j'ai dit, hein, on met tous les titulaires et puis on y va à fond. Et parce que lui, il va vouloir nous battre, Ruud van Nistelrooy. Quel est un peu on en a rapidement parlé, mais voilà, quels sont un peu, selon toi, les de l'équipe? Est-ce que justement elle a des. Enfin voilà, quelles sont un peu les forces et faiblesses de l'équipe du PSV cette année, avec Van Nistelrooy en tant que coach? Bah, justement, les points forts, comme j'en ai parlé, c'est vraiment la vitesse et la rapidité de jeu. Du coup, bon, je vais encore en parler, mais du coup, de Simons et Gakpo qui partent très vite devant, donc de super transitions. Et quand ils sont pas là, il y a Gustil aussi qui a marqué un doublé, je crois, ce week-end, qui avait mis un triplé, si je dis pas de bêtises, au Trophée des Champions. Euh, mais les faiblesses, du coup, quand l'attaque marche très bien, c'est malgré tout la défense, parce que malgré les scores fleuves, en la quinzaine de matchs qu'ils ont joué, ils ont fait que 2 clean sheets, si je dis pas de bêtises. Et même s'ils gagnent 5-1, 6-1, ils prennent toujours un but. Et quand on voit le but, par exemple, ce week-end contre Utrecht,
c'est un but de gars, quoi. Et ces buts-là, ils arrivent souvent sur des erreurs. Et quand ça va être plus compliqué, que tu vas jouer contre des équipes mieux en place défensivement, comme Arsenal devrait l'être, ces erreurs-là, ça te coûtera un but qui va compter beaucoup dans le résultat final. Parce que quand on voit le but contre frère, du coup, c'est un dégagement qui tombe sur le latéral et qui le renvoie dans les pieds de l'attaquant. Et ça, contre Arsenal, si c'est un match serré et que ça arrive à 80e minute, bah, tu auras perdu le match alors que tu auras fait un beau match, quoi. On nous parle dans le chat de Sangaré, Tom d'AFC et Liros qui nous demandent est-ce que tu peux nous en dire plus sur Sangaré? L'impression que pour nous, ça pourrait être un bon backup à Partey l'année prochaine pour nous. Ouais, franchement, Sangaré, depuis son départ, du coup, il était à Toulouse avant. Il est vraiment très bien en place défensivement. C'est un super récupérateur et il remonte aussi très bien les ballons. Il n'hésite pas à remonter le ballon tout seul ou avec le soutien de ses autres milieux. Si je dis pas de bêtises, je trouve qu'il est un peu plus offensif que Gutiérrez, même s'il va pas forcément chercher la frappe. Mais il amène quand même beaucoup à cette équipe d'Eindhoven. Et je pense qu'Arsenal, où je pense qu'il serait un très bon backup, voire dans l'avenir un titulaire dans une équipe du calibre d'Arsenal, il pourrait facilement, il pourrait réussir dans une équipe comme Arsenal, je pense en tout cas, ouais. Plus globalement, pour l'équipe du PSV, où est-ce que tu vois un peu cette équipe finir, on va dire, en Europa League peut-être en championnat aussi si tu veux en parler, mais en Europa League, est-ce que c'est une équipe que tu vois aller assez loin ou finalement, si elle finit deuxième, par exemple, elle va s'arrêter sur un gros morceau qui tombera en 16e de finale du coup? Je trouve que, surtout pour l'Europa League, du coup, ouais, ça dépend vraiment de la affaire sur laquelle ils peuvent tomber. Et ça dépend aussi comment dire. On va dire que Eindhoven, ils ont eu des trous d'air cette saison, même s'ils ont eu que 2 défaites. La plus récente contre Cambuur, je ne sais même pas si vous connaissez le SC Cambuur. Ils ont pris 3-0 à Cambuur, alors que c'est une équipe qui est actuellement 14e sur 18 de Eredivisie. Sans vouloir leur manquer de respect, on s'attendait pas du tout à ce que Eindhoven prenne 3-0 contre Cambuur. Et si ce trou d'air-là arrive à un moment donné contre une grosse équipe, ça va complètement annihiler les chances parce qu'un 3-0 contre Cambuur dans un trou d'air, c'est un 4 ou un 5-0 contre un Barça, quoi. Donc ça dépend de leur concentration. Je pense que les errements défensifs qu'ils ont pu avoir dans les derniers matchs et dans les buts qu'ils prennent dans leurs grosses victoires, c'est des erreurs de concentration et c'est des buts gag et des buts bêtes. Donc ça dépend de cette concentration-là. Si l'élan continue, je pense qu'ils peuvent faire un résultat contre un gros. Et en Eredivisie, voilà, c'est encore très serré. Il y a les 4 clubs un petit peu habituels qui se tirent la bourre. Ils sont deuxième à 1 point de l'Ajax, si je dis pas d'étis, je vérifie ça tout de suite. Ouais, voilà, ils sont à 1 point de l'Ajax. Ils ont la meilleure attaque de l'Eredivisie. Donc je les vois, sans me mouiller, je dis qu'ils vont faire un top 3 cette année. Et pour le titre, ça va se bagarrer dans les dernières journées, un petit peu comme tous les ans, quoi. Sur la partie un peu ambiance, est-ce qu'au match retour du coup qui sera aux Pays-Bas, c'est quoi un peu l'ambiance dans le stade? C'est vraiment un stade, une ambiance hostile? C'est vraiment un stade avec une grosse ambiance? Ça peut aussi jouer pour le match retour face à Arsenal? Pour ce qui est de l'ambiance, personnellement, je suis jamais allé au stade Eindhoven. Euh, et, euh, et je m'y connais pas forcément vraiment en ambiance, mais si ça reste la tradition des grands clubs hollandais comme Feyenoord ou l'Ajax, nul doute que ça peut jouer et que ça change un petit peu des ambiances à l'anglaise. C'est pas dans les belles ambiances aux Pays-Bas, c'est pas, on va dire que l'Angleterre a évolué dans un sens qui n'est pas celui des ambiances néerlandaises. Comment ça en Et ça fait, dans le peut, ça sens peut- où genre c'est plus chaud aux Pays-Bas, en Angleterre c'est un peu plus calme, c'est ça? Genre Ouais, oui. ouais, Ouais, ouais. Bah, ouais, moi, c'est pas la même j'ai allé à ambiance quoi. Marseille, donc. Exactement, ouais. Ouais, d'accord. Euh, on va finir cette émission, on arrive pile poil à 1 heure d'émission. Les gars, j'avais un petit débat
Un petit débat pour vous. C'est RDK United qui nous a parlé de ça sur notre Discord et je me suis dit tiens on va en parler pour la fin de l'émission. Le débat c'était est-ce qu'on préfère, je vais commencer par toi Benjamin, est-ce qu'on préfère avoir un combat jusqu'au bout pour le titre mais finalement finir deuxième derrière Manchester City avec en Europa League une défaite en quart de finale, donc on accroche la C1, on a eu un beau combat jusqu'à la fin en première ligue mais on finit deuxième et on est éliminé en quart de finale d'Europa League, ou alors on gagne l'Europa League, mais on finit au-delà de la 4e place en Première Ligue. Tu préfères quoi? Est-ce que Tottenham est devant ou derrière nous déjà? J'ai pas cette donnée. J'aimerais bien quand même qu'on... C'est compliqué. J'aimerais bien quand même qu'on finisse deuxième de Première Ligue, qu'on se batte pour le titre, qu'on fasse une grosse saison. Et pour moi, être deuxième de Première Ligue, ça veut dire une saison plus aboutie que de finir 5 ou 6e, surtout vu notre départ. Si on termine hors top 4 maintenant, il y a plein de choses qui peuvent arriver, hein, ça peut arriver, hein. On joue le maintien. On peut, voilà. Je préfère quand même qu'on finisse deuxième, qu'on fasse une grosse saison, qu'on vive tous les week-ends en Première Ligue, et qu'à la limite, bon, bah, une erreur en quart d'Europa, tomber sur un gros, c'est pas choquant, plutôt que le contraire. Anzai, ton avis? Je crois que t'as encore coupé ton micro. Yes, bien vu. Pardon, c'est pour éviter qu'il y ait trop de bruit quand même. T'inquiète. Du coup, moi, je vais choisir l'autre. Je pense que je préfère finir avec la Ligue Europa déjà parce que ça fait quelques années qu'on y est et qu'on la gagne pas et que c'est un trophée. Ben, on a 0 trophée européen. Bon, à part une C qui a un nom qui n'existe même plus. Je sais même plus comment elle s'appelle. De quoi? L'ancienne Coupe européenne. Avant, elle s'appelait C4, je crois, on l'a gagnée à l'époque. La Coupe d'Europe des... Ouais, une coupe qui n'existe plus. Je crois que c'est des villes de foire, non? Un truc comme ça? Je sais plus, mais je vais le trouver, je vais le trouver en attendant. Mais bon, en tout cas, pour moi, c'est important d'avoir un palmarès européen, même si ça reste une C3, ben, ça reste un palmarès européen. Et je pense que ça montre le progrès et qu'on La est Coupe capable des de coupes. gagner un titre. Et qu'on est capable de gagner un titre. Parce que, en fait, pour moi, même si on se bat deuxième longtemps, si on finit avec 0 titre, il y aura quand même un goût amer. On l'a vu la saison dernière, on s'est battu pour le top 4 jusqu'au bout. On n'a pas fini top 4, on a eu ni la C1 et 0 trophée. Alors que les saisons, par exemple, où on finissait Europa League et on avait quand même la FA Cup, c'était une saison où on pouvait se dire, bon, au moins on a le petit trophée qui va bien, qui remplit les stades en disant, on continue à être la meilleure équipe. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est plus important d'avoir un trophée et d'arriver en Champions League que de se battre illusoirement pour le top 2 en se disant ouais bon on s'est battu mais au final à 5 journées de la fin City était trop fort, on avait trop de blessés. Si on a trop de blessés et qu'on pouvait pas top 1, autant qu'on soit top 5 parce qu'on est trop de blessés et qu'au final on fait le run magique en C3 pour aller jusqu'au bout et se qualifier. Voilà. On Mais va... c'est dur, hein. Ouais, non, mais c'est un dilemme en même temps, c'est sûr. On va finir cette émission avec une petite info qui nous vient donc de la cérémonie donc, du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or féminin, donc Beth Mead, donc l'attaquante d'Arsenal qui fait une saison incroyable et qui a remporté l'Euro, et elle a fini deuxième. Derrière Alexia Putellas, la joueuse du Barça, qui je crois a gagné l'année dernière aussi, si je dis pas de bêtises. Et donc, Beth Mead, notre gunner qui donc finit deuxième de ce classement pour le Ballon d'Or féminin. Dommage, beaucoup sont en train de dire, notamment sur Discord et puis j'ai vu un peu rapidement sur Twitter que c'était un vol et que c'est un peu comme pour Saka, c'est juste parce qu'elle joue au Barça qu'elle avait remporté le Ballon d'Or. Bref. En tout cas, c'est la coupe des villes de foire. Ouais, c'est ça. 1970. Voilà. Bref, donc voilà, pour finir sur Beth Mead, c'est dommage pour elle. Elle aurait pu être Ballon d'Or, mais en tout cas, c'est génial qu'elle ait gagné l'Euro cet été. C'est la fin de cette émission, les amis. Merci beaucoup Anzai, merci beaucoup Benjamin. Et merci beaucoup mec. Et donc voilà, je rappelle de suivre, c'est marqué sur l'écran, suivre foot
NL. Merci beaucoup, mec, d'avoir répondu à nos questions et puis d'avoir présenté un peu le PSV. C'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci à vous, c'était génial de passer cette heure avec vous et peut-être à une prochaine fois. Et on verra en tout cas ce que ça donne au niveau de la double confrontation face au PSV. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous. Donc on se retrouve donc nous lundi prochain pour une nouvelle émission. Et en attendant, donc jeudi soir, le match face au PSV. Et ce week-end, donc dimanche, un autre match de Première Ligue. Allez, salut tout le monde, ciao. Salut, bonne soirée.